voici donc pour la première vidéo et cette première thématique abordée par nos collègues de nos trois pays. Patrick, Pascal, comment réagissez-vous à leurs paroles et à cette thématique de la question des espaces pluriels pour apprendre? Je ne sais pas si on a un ordre d'entrée en scène. Non, allez-y, vous pouvez entrer en scène en premier. Bon, ben, je vais essayer de me risquer, hein, même s'il y aurait beaucoup d'axes à envisager. Moi, ce que je retiens de ces expériences, c'est le fait que elle me semble, alors pas dans des pays où c'est installé depuis longtemps, hein. Je sais dans les pays depuis le Danemark, je crois qu'il a été un des pionniers en la matière, hein. Il y a des expériences de classe à l'extérieur qui sont déjà très anciennes. C'est beaucoup plus nouveau pour un pays comme la France en particulier, et ça a été un peu remis au bout du jour, si je puis dire, par le confinement, dans la mesure où on savait que c'était plus sain de faire à l'extérieur. Mais ça n'est pas que des problèmes de mode, même si ça peut être ça aussi. Je crois que ça remet profondément en question les rapports avec l'espace, mais aussi, je dirais, avec le temps. Alors, on est beaucoup sur l'espace, mais à mon avis, si on regarde de près, les deux sont liés. Et d'ailleurs, nos interlocuteurs traitent aussi les questions du temps. Pour dire des choses de manière peut-être un peu surplombante, mais je vais essayer de ne pas rester dans ce registre, nous savons que les historiens nous apprennent, alors certains emploient le terme de forme scolaire, pour rendre compte du fait que quand l'école est devenue une institution, parce qu'on n'apprend pas qu'à l'école, hein, je crois qu'il faut bien avoir ça présent à l'esprit, on apprend partout dans la vie. La vie humaine est très largement une vie d'apprentissage, sans quoi l'espèce humaine aurait tout simplement disparu. Mais il y a une manière particulière d'apprendre à l'école, et à l'intérieur de certaines écoles, selon les époques, qui font qu'en particulier, on a dévolué, voilà, des espaces et des temps particuliers pour l'école. Les historiens me disent que ce n'est pas la même chose d'apprendre quand on était écuyer, par exemple, avec le seigneur conservé au pied du cheval, par imitation, etc., du noble qu'on serait peut-être un jour, ou de telles fonctions qu'on assumerait, que d'apprendre dans un espace qui est en général situé à l'extérieur de l'habitation privée. Ça n'a pas toujours été le cas. Jusqu'au XIXe siècle, l'enseignant reçoit les élèves chez lui, mais il y a une tendance progressive à l'institutionnalisation dans des espaces particuliers. Nous sommes habitués à ça, et aujourd'hui, il nous semble que l'école a toujours été de la même manière. Alors, le fait d'avoir ces espaces flexibles, à mon avis, a pour principal mérite de lancer la réflexion sur qu'est-ce qui se passerait si c'était autrement, qu'induisent les espaces auxquels nous sommes habitués en termes de rigueur, je dirais, d'assignation. Hein. Le collègue l'a très bien dit, quand je prends le train plusieurs fois, j'ai tendance à me mettre à la même place. Je trouve que c'est une belle réflexion parce que nous sécurisons d'une certaine manière dans certains espaces. On sait très bien comment les élèves ont tendance à se mettre plutôt vers le fond de la classe quand ils ne veulent pas être embêtés. Et d'ailleurs, nous-mêmes, quand nous assistons à des conférences, alors même que comme enseignants, nous pouvons critiquer les élèves parce qu'ils ne veulent jamais se mettre devant, nous faisons exactement la même chose de manière à nous protéger. Donc voilà, cette question d'espace, elle est tout à fait importante et je l'aborde là ici à un grand niveau de généralité. Mais ce qui me paraît important, au fond, c'est que ce soit un espace codifié, assigné, ou que ce soit un espace plus ouvert, moi j'ai tendance à penser que les questions pédagogiques s'y posent dans tous les cas et que ce n'est pas la délégation à tel type d'espace qui va résoudre les questions qu'on se pose. Alors voilà, pour essayer d'être peut-être un peu plus cohérent et incisif, il me semble qu'aujourd'hui, s'interroger sur la nature des espaces, c'est s'interroger sur la nature de l'école. Lorsque l'école semble jouer son rôle sans trop d'interrogations, on ne se pose pas trop de questions sur les espaces et on fait comme on faisait auparavant. La question est de savoir si en s'en prenant à l'espace et éventuellement à l'organisation temporelle, je pense au plan de travail par exemple, en s'en prenant à l'espace, est-ce qu'on règle des problèmes fondamentaux qui sont ceux, en gros, de la réussite de masse, hein, qui s'opposent à peu près à tous les systèmes éducatifs aujourd'hui, ou est-ce qu'on agit à la périphérie? Voilà. Pour moi, c'est une question centrale. J'ai l'impression, à écouter mes collègues, que leur réflexion va évidemment bien au-delà de changements d'espace et qui conçoivent en même temps la manière d'évaluer, la manière de contrôler sans tout contrôler, d'être proche tout en n'étant pas trop près, etc., etc. Et moi, c'est le point sur lequel j'insisterai. Je vais maintenant laisser la parole pour ne pas être trop pesant sur l'idée que
la problématique de l'espace, pour moi, c'est plutôt la problématique de la transition entre les espaces domestiques, les espaces conviviaux partagés, les espaces juvéniles et l'espace scolaire, hein, qui soient accompagnés. Avec mon collègue Lubria, on avait à un moment donné travaillé sur l'idée de passage à risque. On s'intéressait en particulier sur l'entrée en cours des enseignants débutants. Et on voyait toute la difficulté qui était la leur à instaurer un ordre scolaire avec des élèves qui, 5 minutes avant, étaient dans la cour avec leurs copains, parlaient de toute autre chose, avec une rigueur qui n'est pas du tout celle de la classe. Et la grande difficulté qu'il pouvait y avoir quand on est jeune et qu'on n'a pas bien assis son métier, à les faire rentrer avec parfois des imprécations, des poses extrêmement rigides, disant « je suis le prof, vous êtes les élèves, levez-vous, asseyez-vous », etc., qui ont pu marcher sur certaines générations, ne marchent pas aujourd'hui. Je pense que, voilà, pour moi, dans tous les cas de figure, qu'on soit dans un igloo, alors j'ai entendu que ce n'était pas exactement un igloo, enfin un abri de neige construit pour la survie, ou qu'on soit sur une table d'une classe en autobus, les problèmes pédagogiques me paraissent fondamentalement les mêmes. Merci. Merci beaucoup, Patrick. Est-ce que Pascal, vous voulez compléter? Peut-être pas compléter, mais finalement, Patrick a déjà dit beaucoup de choses avec lesquelles je suis totalement d'accord, mais peut-être que ces remarques ou ces réflexions ont suscité chez moi de nouvelles réactions. Donc Jérôme, vous m'arrêtez parce que je peux partir pour 30 minutes là. Je vous fais confiance. Bon, par rapport à une des interrogations de Patrick, moi je pense qu'on ne règle rien avec les espaces. Hein, et je crois que c'était l'idée qu'il avait aussi. Alors je dis ça en tant que géographe, c'est-à-dire quelqu'un dont l'objet est l'espace. Alors l'espace social certes, mais l'espace. On ne règle rien. En fait, la question centrale, c'est bien la question pédagogique. Et on peut, c'est quelque chose que je répète souvent, on peut avoir un établissement scolaire magnifiquement pensé. S'il n'y a pas de projet pédagogique derrière, ça sert à rien. Hein. Puis à l'inverse, on peut avoir un établissement scolaire vieillot, peu de moyens, mais si on a un projet pédagogique, on va réussir à transcender cela. Cela étant dit, les espaces révèlent, les espaces nous disent des choses de ce qui se passe dans un établissement scolaire. Et puis, d'un autre point de vue, les espaces vont faciliter un certain type de pratique. Par exemple, la proposition de ce grand plateau de 450 mètres carrés, si je ne me trompe pas, des collègues belges, c'est un élément qui va dire des choses sur leur pratique, mais c'est aussi quelque chose qui va faciliter leur pratique. Cela étant, je pense qu'il n'y a pas de déterminisme par les espaces. Moi, ce que j'ai entendu dans les présentations de ce qui se passe en Belgique, au Canada ou en Norvège, c'est une forme d'interrogation de la forme scolaire. La forme scolaire est interrogée par ses pratiques. Comme l'a dit très justement Patrick, on s'est habitué à la forme scolaire. Pourquoi on s'y est habitué? Parce que nous n'avons connu que ça. Hein. Elle se met, alors selon les auteurs, elle se met en place entre le XVIIe, XVIIIe, XIXe siècle. Hein. C'est progressif, c'est pas au même rythme partout, mais en tout cas, cette forme scolaire, elle débouche sur l'établissement scolaire en très gros, hein, tel qu'on le connaît aujourd'hui. Et il me semble que l'intérêt de ces propositions, c'est d'interroger ce modèle-là. Et ça n'est pas facile de l'interroger parce qu'il résiste. Et s'il résiste, c'est bien parce que nous l'avons totalement naturalisé. Et je crois que, alors on va peut-être y revenir avec les autres temps de présentation, mais il me semble qu'il y a dans l'action sur nos lieux d'enseignement, et je m'en tiens aux lieux d'enseignement, mais je partage totalement le point de vue de Patrick selon lequel les apprentissages se font partout. Il y a un très beau livre d'un écrivain français qui s'appelle Michael Ferrier. Le livre s'appelle Scrabble. Et Michael Ferrier, à un moment donné, dit « tout est école ». Tout est école. On peut apprendre de tout et partout. Bref, si je reviens à mon idée précédente, il me semble que ce que nous montrent ces trois présentations qu'on a eues là,
c'est que faire évoluer un espace d'apprentissage, en réalité, c'est déplacer un curseur qui va aller de quelque chose d'assez basique mais important, qui serait la réorganisation de la salle de classe, jusqu'à la remise en cause de la salle de classe comme espace central de l'enseignement. Mais je m'arrête, Jérôme, ou je peux encore parler? Mais on va peut-être passer à la deuxième thématique, et puis je pense que Okay. dans les autres temps, on va pouvoir aussi revenir sur ce que vous êtes en train de développer. Ça marche. Merci beaucoup. Donc, je vous propose maintenant de passer à la deuxième thématique où on est sur la question de la place du risque qui peut tendre à nous permettre d'aller vers l'autonomie et qui nous permettra certainement de prolonger les réflexions de Patrick et Pascal.